Bonjour et bienvenue. Nous allons commencer un cours sur la Grounded Theory, donc une introduction à la théorie ancrée. Je suis Lélia Benoît, pédopsychiatre à la Maison de Solène. D'où vient la Grounded Theory? La Grounded Theory commence en 1967 avec la publication du livre de Barney Glaser et Anselm Strauss qui s'appelle The Discovery of Grounded Theory. Avant de publier ce livre, Glaser et Strauss ont travaillé pendant plusieurs années dans un hôpital où ils ont mené une ethnographie qui leur a permis d'écrire le livre Awareness of Dying. C'est lors de cette ethnographie qu'ils ont mis au point une méthode de comparaison constante entre les données du terrain et la théorie. C'est cette méthode, créée au fil de leur ethnographie, qui est formalisée en 1967 dans le livre The Discovery of Grounded Theory. Pour bien comprendre la Grounded Theory, il faut s'intéresser à l'interactionnisme symbolique. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'une personne pense, lorsqu'elle parle, elle ne nous dit pas uniquement des choses qui viennent d'elle. Elle nous parle aussi des relations qu'elle a avec les autres personnes qui l'entourent. Finalement, notre identité, nos actions, sont aussi liées aux interactions que nous avons avec les autres. L'interactionnisme symbolique nous montre donc que les comportements à petite échelle qui se déploient dans le quotidien des individus leur donnent l'occasion de se forger une perception d'eux-mêmes et des autres. Les individus créent des modèles de relations interpersonnelles. Ils apprennent à jouer les rôles attendus d'eux selon les situations sociales. Ce que nous pensons, ce que nous faisons, n'est pas uniquement le fruit de notre propre envie, c'est lié aux interactions qui nous entourent. Une approche interactionniste part donc du point de vue des individus, leurs expériences, leurs récits de vie, pour comprendre les règles d'organisation qui s'exercent dans la société. Dans Awareness of Dying, donc l'ethnographie qui a permis à Glaser et Strauss de développer leur Grounded Theory, ils s'intéressent à ce qu'ils appellent les awareness contexts, c'est-à-dire la connaissance ou non par la personne hospitalisée de sa situation de mort prochaine, ce qu'ils appellent donc les contextes de connaissance. Pour étudier ces contextes, Glaser et Strauss s'inspirent des tactiques d'espionnage et de contre-espionnage. Il y a donc une situation ouverte où le patient, l'infirmier, le médecin savent que la mort est prochaine et tout le monde sait que la personne est au courant. La situation fermée où le patient n'est pas au courant qu'il va bientôt mourir. En revanche, l'équipe médicale le sait, parfois l'entourage du patient le sait. Mais Glaser et Strauss s'intéressent aussi à des situations plus complexes, comme la situation de suspicion, c'est-à-dire que le patient suspecte qu'il va peut-être mourir, mais autour de lui, personne ne lui en parle. Et le contexte prétendu, c'est-à-dire quand le patient prétend ne pas savoir qu'il va mourir pour correspondre aux attentes des médecins, des infirmiers, de leur entourage, mais en réalité, ils le savent. Voilà. Donc, c'est comme du contre-espionnage. L'école de Chicago, c'est l'école de sociologie dans laquelle est née la Grounded Theory. C'est donc de la sociologie et c'est une école qui s'intéresse aux données empiriques, c'est-à-dire à récolter des théories à partir des faits. Elle privilégie le terrain, donc l'ethnographie, les entretiens qualitatifs, les notes personnelles, mais aussi les lettres et documents ou archives. L'école de Chicago privilégie donc une approche interactionniste, comme on vient de le voir. L'interactionnisme débute dans les années 20 avec le théorème de Thomas qui nous explique à partir du moment où les hommes considèrent une construction sociale comme réelle, alors elle est réelle dans ses conséquences. C'est donc la première école de Chicago, avec notamment les travaux de Thomas et de Robert Park.
La deuxième école de Chicago, dans les années 60-70, s'intéresse à l'urbanisme, aux migrations, apporte une belle contribution à la sociologie du travail et à la sociologie de la déviance. Les auteurs les plus connus vont être Goffman, Baker, Strauss, Hughes, Glaser évidemment. C'est dans ce contexte, dans les années 70, que se développe la Grounded Theory initiale de Glaser et Strauss. Mais cette théorie va être amenée à évoluer et on va avoir une séparation entre, d'une part, Strauss et Corbin, qui vont privilégier une Grounded Theory très qualitative et très structurée, et Barney-Glaser, de son côté, qui va dire que la Grounded Theory peut être à la fois qualitative et quantitative. Dans les années 2000, on a une deuxième structuration, donc une deuxième séparation de la Grounded Theory, avec une approche constructiviste, menée notamment par Cathy Charmaz, qui explique que les données ne sont pas uniquement présentes sur le terrain, ce n'est pas aux chercheurs d'aller récolter des données qui seraient là, mais finalement les données sont co-construites entre les chercheurs, les participants. L'autre branche de la Grounded Theory reste plus structurelle. La philosophie de la Grounded Theory, c'est donc que la théorie émerge des données du terrain. Elle privilégie donc la simultanéité de la collecte et de l'analyse. Il ne s'agit pas de collecter toutes les données et ensuite de les analyser, mais de collecter des données, de les analyser, de retourner sur le terrain, de collecter de nouvelles données pour les comparer à nos données précédentes. On compare donc constamment les données à la théorie. Pour certains, la revue de littérature doit avoir lieu après l'enquête parce qu'elle pourrait induire des biais dans la perception du chercheur. Pour des psychiatres, pour des médecins, il est plus intéressant de faire la revue de littérature avant pour pouvoir construire une question de recherche qui n'aurait pas été déjà traitée. Le risque étant de réinventer des choses qui ont déjà été dites il y a plusieurs années par d'autres auteurs. En pratique, comment utiliser la Grounded Theory ? L'objectif de la Grounded Theory est de comprendre la réalité sociale. Quelles sont les règles implicites et explicites qui sous-tendent l'interaction sociale ? C'est cette question qu'on va se poser si on veut utiliser la Grounded Theory comme méthodologie. Quels processus circonscrivent les interactions sociales, c'est-à-dire lorsque j'outrepasse une règle, est-ce que je suis rappelée à l'ordre ? Est-ce que les interactions restent structurées telles qu'elles devaient l'être ? Quel processus façonne le sens donné à ces interactions ? C'est-à-dire, comment est-ce que les participants donnent du sens aux actions qu'ils font ? On va donc donner la priorité à la mise en récit d'actions qui vont être révélatrices d'interactions sociales structurantes. La Grounded Theory s'intéresse donc aux 6 C. Les causes, les contextes des interactions, les contingences, c'est-à-dire ce qui varie parfois ou ce qui reste d'autres fois, les conséquences, lorsqu'on rentre dans une interaction donnée, quelles sont les conséquences pour la suite, les covariances et les conditions de ces interactions. Alors, comment poser une bonne question sociologique ? C'est un indispensable avant de commencer notre recherche. Si on pose une question qui n'est pas sociologique, on va avoir du mal à utiliser la Grounded Theory de manière efficace. Une bonne question sociologique n'est ni scolastique, c'est-à-dire que ce n'est pas une question philosophique, générale, universelle. La question scolastique serait « est-il dans la nature de l'homme de faire ci ou de faire cela ?» Et la bonne question sociologique n'est pas non plus uniquement descriptive. Une question descriptive pourrait ressembler à une question d'épidémiologie, comme on connaît en médecine, c'est-à-dire dans l'environnement Y, 90% des personnes agissent de la manière A et 10% de la manière B. La question descriptive va uniquement s'intéresser à décrire les données du terrain, mais elle ne mettra pas en lumière les interactions sociales et les processus sous-jacents. La bonne question sociologique propose donc
comment est-ce que l'interaction sociale X se déroule dans l'environnement Y et quels sont les processus sociaux sous-jacents. Si on reprend l'exemple de Awareness of Dying, avec les patients hospitalisés qui connaissent ou non leur situation de mort prochaine. L'interaction sociale qui est étudiée par Glaser-Extros est la manière dont les personnes hospitalisées vont en venir à avoir connaissance ou non de leur situation de mort prochaine. C'est-à-dire, comment apprend-on que l'on va mourir? Comment ne l'apprend-on pas? Est-ce qu'on essaye de nous le dire ou est-ce qu'on essaye de nous le cacher? Évidemment, ce que montrent Glaser et Strauss, c'est que les professionnels, les familles, le plus souvent, tentent de cacher aux personnes leur situation de mort prochaine. C'est donc une question sociologique, puisqu'on va s'intéresser à toute cette scène qui se déroule autour du patient avec différents acteurs, sa famille, son médecin, son infirmier, qui vont essayer tour à tour de le maintenir dans le secret afin qu'il ne sache pas qu'il va bientôt mourir. Là, c'est une question sociologique puisque on est sur un terrain, l'hôpital, on s'intéresse à une interaction sociale donnée, est-ce qu'on va apprendre ou non que l'on va bientôt mourir, et on a plusieurs acteurs qui évoluent autour de cette situation pour maintenir le secret ou au contraire en parler ouvertement. Si on avait posé une question scolastique dans Awareness of Dying, on aurait pu poser la question philosophique qui serait « L'homme peut-il jamais être réellement prêt à mourir ?» C'est une question très intéressante, mais ce n'est pas de la sociologie. On peut tout à fait répondre à cette question en restant dans son tonneau, c'est-à-dire loin du terrain, loin de l'hôpital, et simplement en raisonnant de manière logique sur cette question. Donc la question scolastique manque d'empirisme, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se confronter au terrain et aux faits. Ce n'est pas de la sociologie. On aurait pu poser une question uniquement descriptive. Par exemple, quelles sont les différentes attitudes des personnes face à la mort? On peut tout à fait aller sur le terrain, à l'hôpital, et puis rechercher des profils de patients, combien de pourcents savent qu'ils vont bientôt mourir, quel est le pourcentage qui ne sait pas qu'il va bientôt mourir, et on aurait pu faire des graphiques même en comparant les caractéristiques de ces personnes. Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes, leur âge, leur entourage familial? Voilà, on aurait pu faire comme ça de l'épidémiologie. Mais l'épidémiologie et la question uniquement descriptive se contentent de décrire une variété de situations. Elle ne met pas en lumière les processus sociaux sous-jacents. On ne sait pas comment est-ce que les professionnels, les patients ont interagi ensemble, comment ils se sont parlé. Donc ce n'est pas une question sociologique. La question sociologique qu'on utilise en Grounded Theory, et donc il faudra vérifier si vous utilisez la Grounded Theory que votre question de recherche répond à ces critères. La question sociologique s'intéresse au contexte, c'est-à-dire qu'elle décrit les différents contextes de connaissance des personnes vis-à-vis de leur mort prochaine. Jusque-là, c'est une question assez descriptive. Elle s'intéresse aussi aux causes et aux contingences, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques de ces profils. Là encore, on recouvre la question descriptive. Nous avons différents profils et ces différents profils sont associés à différentes caractéristiques des personnes ou des professionnels. Mais elle va plus loin, cette question sociologique. Elle s'intéresse aux conséquences sur les interactions. Si le patient ne sait pas qu'il va mourir, quelle est la conséquence sur les interactions avec le médecin, avec l'infirmier, avec sa famille? Est-ce qu'on va lui dire alors tout va bien, on va parler de la pluie et du beau temps, on va soigneusement éviter peut-être le sujet de sa santé? Quels sont les changements d'interaction? C'est aussi quelque chose qu'on va étudier dans cette question sociologique. C'est-à-dire, lors d'un changement de contexte, par exemple, un patient qui ne sait pas qu'il va mourir, qui se rend compte qu'il sait et qui va peut-être prétendre qu'il ne sait pas, à quel moment se déroule ce changement et
en quoi est-ce que ça va changer ses interactions avec sa famille, avec son médecin, par exemple. Et enfin, quels sont les comportements qu'on pourrait appeler les tactiques ou les stratégies. Là, on est encore dans la métaphore de l'espionnage et du contre-espionnage. Les comportements des acteurs pour contrôler les contextes. De quelle manière est-ce que, par exemple, un médecin va essayer de maintenir son patient dans l'ignorance de sa mort prochaine? Ou alors, de quelle manière est-ce qu'une famille va nier le fait que la mort soit prochaine, alors que peut-être elle aura été mise au courant par le médecin, mais qu'elle souhaite absolument que son proche reste dans l'ignorance de cette mort prochaine. Peut-être en disant mais non, tu te fais des idées, ne t'inquiète pas. Voilà. Ça, c'est des choses qui vont être observées en sociologie pour comprendre quelles sont les interactions, les discussions qui ont lieu entre les différents acteurs. Vous voyez bien que la question n'est ni scolastique, on ne s'intéresse pas à l'humain en général, à l'homme de manière abstraite, on ne s'intéresse pas non plus à uniquement décrire les différents profils, on s'intéresse au jeu de rôle qui a lieu quotidiennement à l'hôpital pour soit maintenir les personnes dans l'ignorance de leur mort, soit le leur dire. Comme on s'intéresse à une variété de conditions différentes sociales pour des personnes qui vivent la même situation, la Grounded Theory va utiliser ce qu'on appelle un échantillonnage théorique. L'échantillonnage théorique s'intéresse aux différentes expériences du même phénomène. L'enjeu est de varier les dimensions du processus social sous-jacent. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser, si on continue sur notre exemple, aux différentes expériences possibles vis-à-vis de la connaissance de la mort. D'abord savoir, puis finalement être maintenu dans le doute, ou alors d'abord ne pas savoir et puis après le savoir, tenter de maintenir l'apparence que l'on ne sait pas. Voilà. Tout ça sont des expériences différentes du même phénomène, le phénomène étant avoir connaissance ou non de sa mort prochaine. Comme dans toutes les méthodes qualitatives, en Grounded Theory, le nombre d'entretiens n'est pas défini a priori. On va poursuivre les entretiens en comparant la théorie à nos données de terrain jusqu'à une saturation théorique, c'est-à-dire quand on a recensé tout un ensemble de profils d'expérience et que notre théorie est suffisamment complexe pour rendre compte de toutes ces expériences du même phénomène. En pratique, cependant, on considère que les chercheurs vont faire entre 10 et 60 entretiens par recherche. Mais c'est juste une moyenne. En théorie, il n'y a pas de nombre prédéfini. Le recueil de données peut avoir lieu de différentes manières. On peut utiliser l'observation, donc l'ethnographie, c'est ce qu'ont fait Glaser et Strauss et les sociologues de l'école de Chicago par la suite. Donc l'observation a lieu sur le terrain, on va s'intéresser par exemple à l'hôpital ou alors à une école, on va passer du temps, plusieurs jours, plusieurs semaines à rester avec les personnes, à suivre leur quotidien, comme un anthropologue finalement. Et donc on va se fondre dans cet univers et on va prendre des notes de ce qui se passe en s'intéressant aux changements de situation. La revue de littérature est aussi une manière de faire de la Grounded Theory. Il ne s'agit pas uniquement de recenser tout ce qui a déjà été écrit sur le sujet, mais de faire une revue de littérature avec une approche de Grounded Theory. On va détailler ensuite. Et enfin, on peut utiliser des entretiens qualitatifs. Toutes ces méthodes de recueil de données ont pour objectif de converger vers une compréhension une théorie qui explique les relations entre une personne dans une situation donnée, qui vit un phénomène donné, et les interactions sociales qui façonnent cette expérience. Si on détaille la pratique de l'ethnographie, donc qui consiste à être immergé dans un environnement au quotidien et d'observer ce qui s'y passe, on va s'intéresser à la manière dont les personnes, les acteurs, interagissent. Vous voyez qu'on est toujours sur la métaphore du théâtre, où on parle d'acteurs,
de jeu de rôle, de mise en scène, en considérant que nos relations sociales au quotidien sont une mise en scène. On va s'intéresser au changement d'interaction, au tournant, c'est-à-dire, par exemple, quand est-ce qu'une personne qui ne savait pas qu'elle allait mourir apprend qu'elle va mourir. On s'intéresse aux négociations entre les différents acteurs au cours de ces interactions et à leur processus décisionnel. De quelle manière vont-ils choisir d'agir de la manière A ou d'agir de la manière B? Qu'est-ce qui va façonner leur décision? Et à chaque fois, on s'intéresse aux différences et aux similitudes entre chacune de ces expériences. Ça nous permet de construire une théorie qui soit bien complexe et qui rende compte de toute la variété d'expériences. La Grounded Theory s'adapte aussi à la temporalité de la recherche en médecine. Nous sommes ici à la SFPE-ADA et nous n'avons pas le temps de faire une ethnographie de longue durée qui pourrait durer 1 année, 2 années sur un terrain. On est contraint en médecine de faire souvent des recherches plus courtes qui vont durer 1 année complète entre le début et la fin de l'écriture du manuscrit. Pour une thèse d'exercice, par exemple, ou pour un travail de master. Dans ce cas, on ne fera pas d'ethnographie, mais on privilégiera la revue de littérature et les entretiens qualitatifs. Les deux convergent pour nourrir la théorie qui sera construite. Les entretiens sont donc centrés sur le récit d'interaction face à face au sein d'un cours d'action situé. N'oubliez pas le cours d'action situé, c'est très important. On essaye de savoir ce que font les gens en pratique, dans la vie réelle, pas ce qu'ils imaginent faire en théorie. L'identité est comprise comme un processus relationnel et biographique, c'est-à-dire je ne pense pas être quelqu'un de manière universelle et décorrélée de mon environnement. Je suis inclus dans un écosystème et donc l'image que j'ai de moi-même, l'image de mon identité est façonnée à travers des interactions réciproques avec les personnes que je vais rencontrer. Ces interactions ont lieu au cours du temps, donc c'est un processus biographique avec des changements d'identité qui ont lieu à des tournants de ma vie. Donc c'est très important de prendre ça en compte quand on a une approche de Grounded Theory et qu'on fait des entretiens qualitatifs. Comment faire un guide d'entretien? Je vais vous donner à présent quelques pistes pour construire votre guide d'entretien avant d'aller le faire passer auprès de vos participants. Déjà, un guide d'entretien, ce n'est pas un questionnaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément dicter les questions les unes après les autres. C'est un guide d'entretien qui est ouvert, qui s'adapte au récit de la personne et il s'agit plutôt d'explorer des dimensions, des thématiques qui nous intéressent plutôt que de poser des questions dans l'ordre. Le risque, quand on pose des questions dans l'ordre, c'est de bloquer la personne alors qu'elle est en train de nous parler de quelque chose d'important, qu'elle est en train de réfléchir à des actions qu'elle a menées, et on va couper son raisonnement avec une question fermée au lieu de l'ouvrir pour lui permettre d'exprimer son expérience. Donc il s'agit bien d'un guide et non d'un questionnaire fermé. Ce guide d'entretien s'intéresse aux séquences temporelles et aux tournants de vie. On va commencer nos questions, par exemple, par quand ou à quel moment est-ce que vous avez fait ci? Est-ce que vous avez pour la première fois rencontré cette situation? Et on va s'intéresser à situer l'action dans le temps. Il s'agit d'une expérience vécue ou d'un travail quotidien. Il est très important de demander à vos participants des exemples concrets. Vous pouvez bien sûr commencer votre guide par une question ouverte. Par exemple, je m'intéresse au fait que les personnes connaissent ou non le fait qu'elles vont mourir à l'hôpital, ou alors je m'intéresse aux situations de déscolarisation des adolescents. C'est une question ouverte. Mais très vite, on va recentrer sur un exemple précis. Est-ce que vous avez rencontré un adolescent qui se déscolarisait? Est-ce que vous pouvez me raconter cet exemple précis?
L'enquêteur demande ensuite des détails sur les processus décisionnels. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec cet adolescent, par exemple? Comment est-ce que vous l'avez suivi? Quelles sont les thérapies que vous avez mises en place? Est-ce que vous pouvez me raconter le début de ce suivi? À quel moment avez-vous décidé de changer de méthode, par exemple? On s'intéresse aux différents contextes. Est-ce que dans certains cas, vous agissez différemment? Est-ce qu'avec un autre adolescent, vous auriez employé une autre méthode? Les pièges à éviter absolument dans votre guide d'entretien. Pas de questions en pourquoi. Quand on commence une question en pourquoi, on prend une posture de jugement et on sollicite une justification. La personne va se dire, il faudrait que j'explique, que je rende des comptes sur mon comportement. Or, ce n'est pas du tout le but. Le participant qui participe à cet entretien est là pour partager son expérience. Il est en position d'expertise. Vous n'avez pas à lui demander de légitimer son action. Il vaut mieux privilégier des questions qui commencent par « Comment faites-vous » comment avez-vous décidé de vous intéresser, par exemple, à la scolarité des adolescents, ou est-ce que vous avez l'habitude de travailler de cette manière ou de faire comme ci ou comme ça? Quand vous posez la question en comment ou en est-ce que, les personnes vont aussi vous donner des explications sur les raisons d'agir, sur ce qui les a poussés à faire un choix, et donc sur des causes de leurs actions. Mais vous évitez de leur demander de se justifier. Les autres pièges à éviter sont de laisser les participants s'en tenir aux généralités. Il faut absolument empêcher vos participants de s'en tenir aux généralités. Par exemple, une généralité, ça va être en médecine, on fait toujours comme si, on agit toujours comme ça. Lorsque les personnes disent des généralités, ils partagent des banalités, mais ils ne font pas le récit de leurs interactions. Il faut absolument recentrer sur un exemple concret, en disant « Ah oui, c'est intéressant, mais j'aimerais savoir comment vous avez fait avec cette personne en particulier, avec ce patient. » Ainsi, le participant va pouvoir dire « Avec monsieur X ou madame Y, j'ai décidé de faire comme ci ou comme ça. » C'est au moment où le participant vous parle d'un cas concret qu'il vous parle réellement de ce qu'il a fait. Comment analyser vos données? Un tout petit point sur l'analyse de la littérature. Vous savez comment faire une revue de littérature. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les bases de données. Néanmoins, la revue de littérature, lorsqu'on l'analyse en grounded theory, c'est une analyse constructiviste, c'est-à-dire que on considère que la littérature, les articles, les livres, tout le savoir scientifique est aussi le fruit d'interactions entre des acteurs qui vont être chercheurs, cliniciens, qui vont venir de pays différents et qui vont dialoguer entre eux. Que donc finalement, se mettre d'accord ou ne pas être d'accord sur un sujet dans la littérature, sur une question de recherche, c'est aussi le fruit d'interactions entre des acteurs qui sont des chercheurs et des écrivains, par exemple. Donc, on va analyser cette revue de littérature, non pas en disant un tel pense ci, un autre pense ça, mais finalement, on peut penser A ou penser B, c'est pareil. Non, on va s'intéresser aux contradictions entre les différents points de vue. Par exemple, on a un premier article sur la phobie scolaire qui date de 1956, où on nous explique le développement, le sens et la manière de traiter ou de gérer la phobie scolaire. Ici, on considère que la phobie scolaire est un problème réel et qu'il s'agit d'informer les cliniciens sur la manière dont on va s'en occuper. Mais on va avoir par exemple d'autres articles qui vont nous dire que la phobie scolaire est une légende, que c'est un mythe, que la phobie scolaire n'existe pas. Ce qui nous intéresse dans cette analyse constructiviste, c'est la contradiction, le désaccord entre ces deux auteurs. On va donc s'intéresser à cette littérature comme si les articles étaient eux aussi des acteurs
comme si l'article était un patient, un médecin, une famille. Les articles discutent entre eux, ils parlent, ils dialoguent, et ils sont parfois en désaccord. On va donc s'intéresser à qui a écrit ces articles. Par exemple, Kearney ou Waldvogel, qui sont-ils? Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils travaillent dans des équipes concurrentes? Est-ce qu'ils ont l'habitude de critiquer les articles les uns des autres? Et on va s'intéresser au vocabulaire utilisé. Comment s'intéresse-t-on à soit donner raison à un article précédent, soit essayer d'être son détracteur, de dire qu'il a tort. Notamment les travaux de Bruno Latour sont très importants pour comprendre cette littérature. Cela nous permet de prendre de la distance par rapport à notre objet, de ne pas nous dire c'est sûr, le refus scolaire anxieux, la phobie scolaire, c'est un problème absolument réel, tout le monde est d'accord dessus, mais de se dire là aussi, c'est le fruit d'interactions sociales et on l'utilise en grounded theory. L'analyse des entretiens se passe de la même manière. Les entretiens, comme les articles, sont une scène qui nous montre des interactions sociales. On va comparer constamment les entretiens entre eux et on va privilégier ce que l'on disait tout à l'heure, la simultanéité entre la collecte et l'analyse. Dans l'idéal, le codage doit avoir lieu entre chaque entretien pour incorporer les nouvelles informations. Donc n'hésitez pas, quand vous avez fait votre premier entretien, à aller l'analyser avec un autre chercheur, donc d'abord vous tout seul, et puis ensuite avec un autre chercheur qui connaît la grounded theory pour faire une triangulation. À partir de là, vous pouvez retourner, identifier d'autres thèmes, c'est-à-dire confronter les thèmes identifiés lors du codage à un nouvel entretien. Si vous avez déjà bien avancé votre groupe d'entretien, que vous avez presque fini votre recueil de données, vous pouvez néanmoins aller explorer des thèmes identifiés lors du codage lors d'un entretien de suivi. C'est-à-dire, vous reprenez contact avec un participant qui a déjà répondu à un entretien et vous allez lui poser la question pour approfondir certaines thématiques qu'il a abordées. Vous pouvez dire, voilà, vous aviez parlé la dernière fois du sujet de, je ne sais pas, tel aspect de votre scolarité, on n'en avait pas parlé. J'aimerais bien qu'on puisse détailler pour mieux comprendre. Vous pouvez aussi soumettre vos conclusions de codage à vos participants pour voir s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord. Il est très important que le participant se reconnaisse dans votre codage puisque vous avez codé son expérience. Si votre codage ne lui parle pas, ne lui dit rien, s'il ne se reconnaît pas dans cette expérience, il va falloir revoir votre codage. Le codage est donc primaire, axial et enfin sélectif. Nous allons voir chacun des codages les uns à la suite des autres. Tout d'abord, le codage primaire. Le codage primaire a lieu après un examen attentif de vos données. Il faut lire successivement vos différents entretiens. À partir de là, il aura pour but d'établir une première conceptualisation, c'est-à-dire de monter déjà un peu en généralité, de vous faire une première idée de la théorie que vous aurez. Cette conceptualisation a lieu à l'aide de catégorisation, c'est-à-dire de thèmes auxquels on s'intéresse et qui vont nous permettre de rendre compte d'un concept. C'est une ébauche de comparaison qui va être mise à l'épreuve des entretiens suivants. Le codage primaire en pratique. On s'intéresse aux actions du participant. Quand la personne vous parle de son expérience, vous vous intéressez principalement au verbe, c'est-à-dire au verbe dans le texte qui vous indique ce qu'il est en train de faire. Votre codage va commencer lui aussi par des phrases donc qui commencent par un verbe à l'infinitif. Centrez-vous sur les verbes, c'est eux qui vous donnent finalement le scénario de l'action. Ligne à ligne, vous écrivez le scénario de l'action de votre personnage.
Il a agi comme ci, fait comme ça, il a ouvert la porte, il est rentré dans la pièce, il a parlé à la personne. Quelque part, vous devriez pouvoir, à l'issue de votre codage primaire, écrire un scénario d'une pièce de théâtre, distribuer les rôles à chacun des différents acteurs, et chaque personne devrait pouvoir reconstituer la scène. Il s'agit toujours de coder selon le point de vue du participant. Si le participant vous parle de quelqu'un d'autre, de l'action de quelqu'un d'autre, il faut parler toujours de son point de vue. C'est-à-dire parler avec une autre personne, s'entendre dire que l'on a fait ci ou que l'on a fait ça. On reste centré sur le participant qui nous parle de ses interactions avec les autres. Petit à petit, au cours de ce codage primaire, on va monter en généralité pour commencer à faire des catégories et des concepts. Il est temps, je pense, de passer à un exemple concret. On va voir comment utiliser la Grounded Theory pour comprendre le parcours des jeunes déscolarisés pour une phobie scolaire. C'est juste un exemple et on s'intéresse uniquement à des petits échantillons d'entretien, mais on va pouvoir voir ensemble comment utiliser le codage primaire. Si on s'intéresse au parcours des jeunes déscolarisés pour une phobie scolaire en Grounded Theory, on va poser la question aux adolescents, aux jeunes déscolarisés, de leur expérience. Quelle est leur action sur leur parcours de refus scolaire? Comment ont-ils décidé d'arrêter l'école? Est-ce qu'ils ont fait des choses avant d'arrêter l'école? Comment se passait leur scolarité avant? Mais aussi, quel est le récit qu'ils font de leur expérience? On va donc s'intéresser de manière très chronologique à ce qui s'est passé pour eux. Est-ce que le problème a commencé au moment de l'arrêt de l'école? Est-ce qu'il existait déjà avant? Et comment se déroule leur récit de vie? On leur demande quelque part de raconter leur histoire. On va s'intéresser, lorsqu'ils racontent leur histoire, à la manière dont ils agissent. J'ai fait ci, j'ai fait ça, à leurs actions. Quels sont les processus sociaux en jeu à travers ces actions et ces interactions? Toujours, on va se dire, comme le montrent nos petites flèches, que les interactions entre un jeune ne sont pas uniquement de son fait, mais mettent en jeu d'autres acteurs, les enseignants, sa famille, mais aussi un professionnel de santé, par exemple, comme son psychiatre. Ce qu'il dit de ses actions ne concerne donc pas que lui-même, indépendamment de son environnement, mais il parle de lui-même au sein de son environnement. De la même manière, lorsque le jeune parle de son identité, de ses représentations, de ce qu'il s'imagine être, de l'image de lui-même, donc, il parle d'une identité qui est comprise comme un processus relationnel et biographique. On ne se fait pas une image de soi tout seul, on se fait une image de soi à travers les interactions que l'on a avec les autres. Par exemple, qu'est-ce que nos parents nous ont dit lorsque l'on s'est déscolarisé? Qu'est-ce que le psychiatre nous a expliqué de ce que l'on avait? Comment les profs ont réagi? Tout ça contribue à notre identité. Prenons un exemple concret, celui de Victor, 16 ans, qui est suivi en psychiatrie de l'adolescent pour une phobie scolaire, aussi appelée refus scolaire anxieux. Ce diagnostic a été donné par son psychiatre et nous avons choisi de le considérer comme tel. Nous faisons confiance au psychiatre. Si le psychiatre dit que c'est une phobie scolaire, alors, selon le théorème de Thomas que l'on avait vu au tout début, c'est-à-dire que si les hommes considèrent une construction sociale comme réelle, alors elle est réelle dans ses conséquences. Si le psychiatre considère que Victor a une phobie scolaire, alors il y aura des conséquences sociales. Donc, on choisit de faire confiance au psychiatre. Nous n'avons même pas besoin d'échelle, de diagnostic. On considère que si Victor est suivi pour une phobie scolaire, alors nous allons prendre au sérieux cette expérience. Victor nous raconte donc le début de ses problèmes à l'école, en classe de 6e, lorsque des garçons l'obligent à se battre dans la cour. C'est cet extrait d'entretien que nous allons analyser. Donc c'est un garçon qui lui parle et qui lui dit « Tu te bats jamais, vas-y, bats-toi ». Victor dit ensuite
J'ai juste mis un point dans la lèvre, le mec, il saignait. J'ai fait « c'est bon, vous êtes content, maintenant barrez-vous ». Je me suis bien forgé mon caractère. Maintenant encore, j'ai peur des gens. J'arrive pas à avoir confiance. Je me sens obligée de me cacher et de faire semblant d'aller bien ou d'être, entre guillemets, normal. Pour avoir le sentiment d'être acceptée. J'essaye de connaître tout le monde et que tout le monde me connaisse. Mais pas me connaisse une fausse personne. C'est genre une fourchette qui se fait passer pour un couteau pour pouvoir rentrer dans la bande. Alors, avant de coder cet extrait d'entretien, il va falloir suspendre son jugement. Nous avons tous des préjugés théoriques qui nous viennent des disciplines auxquelles nous appartenons. Que nous ayons été influencés par les sciences sociales, l'anthropologie, par la psychiatrie, par la psychanalyse, par la psychiatrie institutionnelle, tout cela façonne notre jugement. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous, la plupart, ont déjà commencé à forger des hypothèses juste en lisant l'extrait d'entretien de Victor. Il est très important d'écrire ces hypothèses tout de suite. Vous pouvez prendre un document, Word par exemple, moi je l'appelle ma boîte à préjugés, et toutes les idées qui me viennent en tête spontanément, les idées d'interprétation un peu rapides, je les écris. On pourrait imaginer, de manière un peu caricaturale, mais pour vous donner des exemples, des interprétations toutes faites du verbatim de Victor. On pourrait dire c'est la théorie du genre. Ça, la phobie scolaire, c'est parce que on oblige les garçons à se battre et donc ça les rend phobiques scolaires. On pourrait faire de la psychanalyse en se disant « oulala, cette histoire de fourchette et de couteau, c'est quand même très bizarre. Certainement que ce garçon a un problème d'identité masculine et féminine. » On pourrait se dire « c'est sûr, c'est la violence à l'école qui augmente, la société va très mal, et c'est parce que l'école est de plus en plus violente que les jeunes ont de la phobie scolaire. » On pourrait se dire, en bon psychiatre d'adolescent, ça c'est juste un adolescent ordinaire, il est comme tous les autres et donc il se sent différent de tous les autres. On peut aussi utiliser la psychiatrie catégorielle, c'est-à-dire s'en référer au DSM, et se dire, on voit ici des comorbidités évidentes du refus scolaire anxieux qui vont être l'anxiété sociale, la phobie sociale, et donc c'est résumé. Il suffit de voir que ce garçon a tout simplement une phobie sociale. Le problème de ces préjugés, c'est que d'une part, ils disent beaucoup plus de notre expérience à nous en tant que chercheurs, c'est-à-dire quelles sont les théories qui nous influencent, et d'autre part, ils sont souvent assez pauvres, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a plaqué une seule de ces hypothèses-là, on n'arrive plus à voir le reste. On n'arrive plus à coder en détail ce que Victor nous dit de son expérience. Pourtant, on a souvent envie de garder cette idée en tête, de se dire, voilà, c'est peut-être quand même une bonne idée qui pourra me servir plus tard dans la discussion de mes résultats, donc j'aimerais la noter quelque part. C'est pour ça qu'on peut faire une boîte à préjugés pour noter toutes ces idées, histoire de les retrouver ensuite. Et une fois qu'on les a écrites, on fait l'effort de les sortir de notre tête et de commencer à coder petit à petit, sans jugement. J'espère que vous avez bien sorti tous ces préjugés, que vous les avez à présent écrits dans votre boîte à préjugés. Puisqu'on va à présent coder ligne à ligne, toujours en partant de verbes à l'infinitif pour nous intéresser aux actions de Victor. Vous voyez bien qu'il commence par citer un garçon qui lui parle, mais on reste centré sur son action à lui. Il est donc sommé de se battre. Ensuite, Victor va se battre, mais le moins possible, tout en tentant de blesser quand même. On peut faire des variantes de ce codage, mais l'idée est celle-ci. Ensuite, il va parler aux autres en exigeant que les autres s'en aillent. Et après, il va parler de lui-même en faisant ce qu'on appelle une phrase réflexive. Il va parler de son image de lui en estimant que ses expériences ont façonné son identité.
Ensuite, il continue à parler de son ressenti en expliquant que plusieurs années après, il continue à craindre les autres personnes. Vous voyez ici que quand le participant parle soit de ses actions à lui, soit de ses pensées sur lui-même, soit des actions des autres, on continue à coder en étant centré sur son action à lui. On peut faire un essai suivant. Par exemple, ne pas parvenir à accorder sa confiance, se sentir contraint de cacher sa véritable identité et de simuler une aisance. Et enfin, croire qu'il faut être en représentation constante de l'adhésion à une norme pour être intégré à un groupe. C'est un exemple, on pourrait faire des variantes, l'idée étant de ressortir les thématiques principales, donc les catégories qui concernent ce récit. On va finir notre exemple avec la dernière partie de son verbatim. Tenter de connaître et d'être connu par un grand nombre de pairs. On voit bien que c'est la quantité de personnes qui compte pour Victor, c'est tout le monde, mais sous une fausse identité. Cette identité est perçue comme dominante et donc normale selon lui, donc il met quand même normal entre guillemets, mais c'est le normal qui signifie la majorité, le caractère dominant au sein du groupe. Il est très important de penser à inclure le codage émotionnel. Pour coder les émotions, il faut écouter l'entretien audio plusieurs fois. Évidemment, si vous avez fait vous-même les entretiens, vous avez une meilleure connaissance, mais réécoutez les entretiens audio. Une bonne manière aussi de s'imprégner de l'entretien et de retranscrire soi-même l'entretien, même si cela prend beaucoup de temps. En général, on a bien capté la tonalité émotionnelle du participant à la fin de la retranscription. Vous pouvez aussi noter votre propre ressenti, soit juste après l'entretien, quand vous avez fini d'interviewer la personne, vous notez sur un petit bloc-notes personnel la manière dont vous avez vécu cet entretien. Est-ce qu'il y avait beaucoup de tension? Est-ce qu'il y avait de la tristesse? Est-ce que vous vous êtes senti angoissé? Voilà, tout type de ressenti possible. Et ensuite, lorsque vous codez l'entretien retranscrit, donc les verbatims, il va falloir faire un codage en diagonale du paragraphe. C'est-à-dire, si vous restez centré sur le ligne à ligne, vous n'allez pas pouvoir rendre compte de la diversité des émotions. Les émotions sont fluides, elles se promènent au fil du paragraphe et donc il faut faire une lecture finalement en diagonale de votre paragraphe pour pouvoir capter les émotions. C'est comme lorsque vous faisiez du commentaire de texte en français ou en poésie. Donc, ce codage en diagonale a lieu après le codage ligne à ligne. C'est donc une étape successive. Ce codage en diagonale des émotions, il ne suffit pas uniquement de noter des émotions comme des mots. Les mots étiquettes sont inutiles en grounded theory. Ils ne disent pas grand-chose de l'expérience des personnes. Le mot étiquette, ça pourrait être peur, angoisse, frustration, colère. Tout ça sont des mots qui ne nous disent pas grand-chose. Ce qui est important, c'est de mettre en tension plusieurs émotions. C'est là où on voit la complexité du vécu de la personne. Donc, vous relevez plusieurs émotions et vous relevez les contradictions entre ces émotions. On va faire un exemple sur le témoignage de Victor. J'ai relevé plusieurs mots qui traduisent des émotions. J'ai juste mis un point dans la lèvre. On a aussi forgé pour le caractère. Peur, j'arrive pas. Je me sens obligée. Faire semblant d'aller bien. Le silence est aussi une émotion importante. Il est très important de coder les silences. Vous pouvez tout à fait mettre entre crochets aussi d'autres émotions. Par exemple, rire, pleure, si le participant se met à rire ou à pleurer. Vous pouvez aussi coder la tonalité du rire, par exemple. Est-ce que c'est un rire amusé? Est-ce que c'est un rire nerveux? Voilà, si on continue comme ça, on a j'essaye, mais pas. C'est des mots qui traduisent une tonalité émotionnelle.
On fait un exemple ensuite de mise en tension de ces émotions. Alors, j'ai regroupé deux types de tension, donc d'abord en rouge et ensuite en bleu. En rouge, ce sont les tensions entre l'autodiscipline et la détente. C'est-à-dire que ce sont les mots qui, d'une part, traduisent l'autodiscipline, donc la capacité de Victor à gérer des difficultés. Il est dans la retenue. Par exemple, il va juste, je vous remonte, juste mettre un point dans la lèvre alors qu'il doit se battre. Donc il est dans la retenue, mais il est aussi dans l'effort, dans la rigueur. Et cette autodiscipline, cette rigueur qui lui permet finalement de continuer à avancer malgré cette expérience difficile, rentre en contradiction avec son incapacité à se détendre, son incapacité à faire confiance. Si on revient, on voit en rouge qu'il dit « j'arrive pas à avoir confiance, j'essaye ». Voilà. Il essaye, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se détendre. L'autre type de tension va être entre son mal-être, qui est important, qui est massif, et le fait que ce mal-être reste paradoxalement secret. Donc, il y a un mal-être qui est là, avec le silence, avec le fait qu'il dise qu'il a peur, et ce mal-être reste néanmoins secret, il reste dans une position de vigilance et de faire semblant. La vigilance, c'est quand il explique j'essaye de connaître tout le monde et que tout le monde me connaisse, mais pas me connaissent une fausse personne. C'est-à-dire qu'il nous explique qu'il fait quelque chose, mais il se reprend tout de suite pour rester dans le contrôle de cette situation. Il ne s'agit pas de montrer en réalité son mal-être. Voilà, c'est une option, on aurait pu en choisir une autre. L'important, c'est de surtout trianguler vos résultats, c'est-à-dire de coder avec d'autres personnes, de confronter votre codage à celui d'autres chercheurs. C'est ce qu'on fait par exemple à l'atelier du Grounded Lab, parce que peut-être que d'autres auraient codé autrement. Bon là, c'est un travail qui a déjà été triangulé, mais pour vous, quand vous codez pour la première fois, aidez-vous du codage des autres. Quand les autres ne sont pas d'accord, ça ne veut pas dire que quelqu'un a tort et qu'un autre a raison, ça veut dire que la réalité est plus complexe et que donc on peut comprendre cette expérience du participant avec plusieurs facettes. La dernière étape de ce codage primaire, c'est l'essai de conceptualisation. Je vous donne un essai qui va être une manière de traduire l'expérience de Victor. On peut se dire que Victor tente de se plier à la règle du jeu social de l'école en apparence, sans pour autant y adhérer. Il tente de répondre aux attentes supposées de ses pairs, sans éprouver de plaisir à partager ses comportements avec eux. Après une expérience de socialisation contraignante, ou même violente, il va chercher à reprendre le contrôle de la représentation de soi, c'est-à-dire de l'image qu'il donne aux autres, en ayant une socialisation plus quantitative. Il cherche à ce que tout le monde le connaisse, plus que qualitative. Il ne cherche pas une authenticité relationnelle, mais une quantité. Il se sent donc seul au milieu des personnes avec lesquelles il entretient des relations stratégiques ou tactiques. On est vraiment dans la thématique du jeu de rôle ou de la survie en milieu hostile. L'engagement dans ce travail de représentation de soi devient pour lui une revendication identitaire. Il nous dit « j'ai changé, cette expérience m'a transformé, ça a forgé mon caractère ». Donc ici aussi, on s'intéresse à l'identité de Victor en termes d'identité biographique. Elle change au cours du temps, cette identité, à mesure de sa rencontre avec les autres. Donc c'est une identité relationnelle. Maintenant que l'on a fini ce codage primaire, donc qui est valable pour ce premier entretien, mais qui ne dit pas grand-chose d'une théorie générale, puisque peut-être que c'est juste un cas particulier pour Victor. On ne sait toujours pas si la phobie scolaire a toujours lieu avec des situations violentes. Est-ce que la phobie scolaire concerne plus les garçons ou pas? Est-ce que les personnes sont toujours d'accord pour se plier à ce jeu de rôle?
on ne sait pas grand-chose finalement de ce qui est propre à Victor et de ce qui est commun aux autres expériences d'adolescents avec une phobie scolaire. On va donc devoir passer au codage axial, qui est un codage qui a lieu grâce à la comparaison de plusieurs entretiens. Il n'est donc pas possible de faire le codage axial avec un seul entretien. Ce codage axial va permettre de regrouper les concepts, donc notre première conceptualisation, le paragraphe qu'on a écrit et les différents concepts qui regroupent, c'est-à-dire le fait de se représenter parmi les autres, d'en faire une question identitaire par exemple. On va regrouper ces concepts en grandes catégories et on va inclure ces catégories dans des mémos. Les mémos sont des sortes de pense-bêtes pour se souvenir et comparer entre les différents entretiens nos codes. On va enrichir nos mémos avec les nouveaux entretiens. Je vous donne des exemples d'autres entretiens pour qu'on puisse réfléchir un peu aux mémos qu'on va pouvoir coder, qui sont déjà des concepts qui vont être communs aux entretiens de Victor et aux entretiens suivants. Là, on a un entretien avec la mère de Clotilde qui a elle aussi un parcours de refus scolaire et de phobie scolaire selon son psychiatre. Donc la mère de Clotilde nous dit « Je pense qu'elle était dans la solitude du coureur de fond et qu'on ne l'a pas repérée. Bon, elle avait quelques camarades, mais elle n'était pas d'équerre avec ses camarades. Elle n'arrivait pas. Moi, elle m'a toujours dit, et elle continue à tenir ce discours, moi, je peux m'intégrer dans n'importe quel groupe, je peux jouer le jeu comme ça, mais en vérité, ça m'indiffère, ça m'est égal. » On passe à un autre entretien qui est celui d'Anna, qui a 16 ans. Il fallait toujours que je sois impeccable, genre toujours bien habillée, bien apprêtée, bonne à l'école, et toujours sourire, toujours être polie. Et enfin, dernier entretien pour notre exemple, celui de Louise, 16 ans. Je me retenais de pleurer quand je sentais qu'il y a des gens qui se moquaient de moi derrière mon dos. C'était les moments les plus horribles, parce que j'étais toute seule. J'étais obligée de les écouter, parce que je pouvais rien faire d'autre. Et je devais faire semblant, comme si de rien n'était. Vous voyez que j'essaye de mettre le ton, c'est important pour comprendre, et c'est pour ça que c'est important pour vous d'écouter vos entretiens audio. À partir de ces 3 entretiens, de ces 4 entretiens, celui de Victor, de la mère de Clotilde, d'Anna et de Louise, nous allons écrire des mémos, et les mémos vont essayer de dresser des concepts, de les regrouper en catégories, qui vont être communs à ces différents entretiens. C'est-à-dire, c'est la redondance. La redondance, ce n'est pas présent dans un seul entretien, c'est une idée qui traverse différents entretiens et qui donc est commune à notre expérience. Un mémo va être, par exemple, le travail de représentation de soi à l'école. Et il va contenir plusieurs concepts, l'idée du regard, du jugement, des attentes d'autrui, l'idée de faire un effort, l'idée que cela a lieu en public et qu'il s'agit de contrôler son comportement, ses émotions et ses relations. Un autre mémo pourrait être épuisé par un travail invisible. On voit parmi nos différents participants que le temps use et que l'effort ne cède jamais place à l'habitude. On voit une lassitude. Clotilde est désabusée vis-à-vis de ses relations avec les autres. Elle dit qu'elle peut jouer le jeu mais que cela l'indiffère. Anna explique son comportement sous la forme d'une litanie. Elle est bien apprêtée, bien habillée, bonne à l'école. Ce travail est aussi invisibilisé. Il est solitaire et insoupçonné par autrui. Nous voyons ici, avec nos 2 mémos, le travail de représentation de soi à l'école et être épuisé par un travail invisible, que nous n'utilisons pas des mots étiquettes. Je n'ai pas utilisé image de soi, ni épuisement. On utilise des phrases qui sont complexes parce qu'elles rendent beaucoup mieux compte de l'expérience des personnes. Quand je dis être épuisé par un travail invisible, vous comprenez mieux ce dont il s'agit que si je dis épuisement.
Épuisement est un mot étiquette un peu creux qui ne rend compte de rien. Donc, faites l'effort, dès le début, quand vous écrivez des mémos, d'écrire des mémos qui sont complexes et qui rendent bien compte de l'expérience des personnes. On peut imaginer un autre mémo qui serait « être en décalage depuis toujours », etc., etc. Ce qui est important, une fois que vous avez écrit vos premiers mémos, c'est de les mettre à l'épreuve. Les mémos ne sont pas définitifs, ils sont une première piste de codage. Quand vous les avez écrits, vous continuez à faire de nouveaux entretiens pour enrichir vos mémos avec les ressemblances, c'est-à-dire les redondances, mais aussi avec les différences. Les différences ne sont pas à exclure en qualitatif, il est très important de les inclure. C'est-à-dire que vous pourrez faire des sous-mémos, dire par exemple dans le mémo « être en décalage depuis toujours », nous avons différentes manières de faire. Certains sont en décalage depuis toujours de telle manière, d'autres sont en décalage depuis toujours d'une autre manière. On raisonne en arborescence, comme si une branche menait à 2 branches, puis à 3 branches, et chacune de ces petites branches nous permet de rendre compte de la variété des expériences de nos participants. La théorie générale doit pouvoir rendre compte de l'ensemble de ces expériences. La troisième partie du codage va être le codage sélectif. Le codage sélectif a lieu à l'issue de nombreux entretiens. Une fois que vous avez fait l'ensemble quelque part de vos entretiens, vous allez tenter de théoriser. Enfin, ce n'est jamais l'ensemble des entretiens, mais il faut déjà en avoir beaucoup. Et les entretiens suivants vont avoir pour but de raffiner votre théorie, de la compléter, mais elle est déjà un petit peu avancée. Et ce codage sélectif va être ce moment quand on a déjà codé beaucoup de choses, où il va falloir choisir, parce qu'on ne pourra pas tout mettre dans sa thèse, on ne pourra pas tout mettre dans son master. Il faut choisir l'idée principale, le phénomène central qui nous paraît important dans notre recherche. C'est quelque part la catégorie essentielle issue des données, celle sur laquelle on veut fournir un travail. Cette catégorie sera au cœur de la théorie. Ce qui est important, c'est que ce phénomène soit à la fois intéressant, qu'il n'ait pas été traité de nombreuses fois dans la littérature, qu'il apporte quelque chose de nouveau. On va donner un exemple, toujours sur nos adolescents déscolarisés pour un refus scolaire. L'expérience de la phobie scolaire, donc du refus scolaire anxieux, et là on pourrait dire que c'est une catégorie assez centrale. Un résultat central de ce travail, c'est de dire que l'expérience de la phobie scolaire consiste en un épuisement du travail de représentation de soi dans l'arène sociale de l'école. C'est notamment un travail de représentation de soi qui est relationnel et émotionnel, chose qui n'avait jusque-là pas été montrée dans la littérature. C'est ce type de codage sélectif que vous serez ensuite amené à discuter dans la partie de discussion de votre article ou de votre thèse. Et à nouveau, dans la discussion, vous pourrez réouvrir votre boîte à préjugés et utiliser, si ils sont toujours d'actualité, certaines théories pour discuter ce résultat en fonction de la discipline dans laquelle vous êtes, soit en psychiatrie, en psychologie, en psychanalyse, en psychiatrie sociale, en sociologie, en anthropologie. Vous pourrez utiliser des théories qui correspondent à ce que vous souhaitez mettre en lumière. Mais dans votre partie résultat, les théories disciplinaires n'ont pas lieu d'être. La Grounded Theory, donc, en résumé, c'est une théorie et une méthode qui est issue de la sociologie. Sa philosophie est que la théorie émerge des données du terrain. Quand on souhaite travailler avec la Grounded Theory, l'objectif de notre recherche est de comprendre les processus sociaux qui sous-tendent les interactions entre les individus. Par exemple, un des aspects de la phobie scolaire est l'épuisement du travail de représentation de soi à l'école. Notre question va porter sur la manière dont l'interaction sociale X se déroule dans l'environnement Y, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en vient à décider un jour qu'on va refuser d'aller à l'école, qu'est-ce qui s'est passé pour nous avant.
L'échantillonnage théorique est la règle parce qu'on va avoir besoin de participants variés qui ont vécu la même situation mais dans des conditions différentes. Le recueil de données a lieu par l'observation de l'interaction X dans l'environnement Y. Ça, c'est quand on a le temps de faire une ethnographie. Mais le plus souvent, pour nous, ce sera des entretiens qualitatifs où le participant décrit son expérience et l'enquêteur sollicite des détails. Le codage sera primaire, puis axial, puis sélectif, en montant en généralité vers une théorisation. Dès que possible, on privilégie la simultanéité de la collecte des données et de l'analyse. On va donc mettre en œuvre une comparaison constante, une triangulation avec d'autres chercheurs qui auront eux aussi analysé vos données, jusqu'à saturation des données et construction d'une nouvelle théorie. Le résultat est donc une théorie qui est construite à partir d'un éventail varié d'expériences et qui rend compte de ces interactions sociales. Le public ciblé par la Grounded Theory va être principalement des personnes qui vont s'intéresser aux pratiques quotidiennes et aux politiques. Des personnes qui s'intéressent à ce jeu de rôle social, à comment on fait au quotidien lorsqu'on interagit ensemble dans un environnement donné. Donc ce sont des chercheurs, des cliniciens et des institutions qui s'intéressent à l'analyse de pratiques, mais aussi des associations d'usagers ou des décideurs publics pour créer, par exemple, des politiques de santé. À Paris, où pratiquer la Grounded Theory, vous pouvez vous initier à la Grounded Theory parmi de multiples autres méthodes qualitatives au séminaire validant du DES de psychiatrie d'Anne Riva-Lévy. Mais vous pouvez aussi faire pratiquer la Grounded Theory dans l'atelier qui s'appelle le Grounded Lab et que je coordonne avec Alexandre Michel, qui a lieu une fois par mois à la Maison de Solène. On analyse ensemble vos écrits, on s'entraîne à écrire, à coder, à faire des guides d'entretien. C'est vraiment la Grounded Theory en pratique. Et enfin, pour les plus motivés, vous pouvez vous former de manière avancée à la Grounded Theory à l'EHESS avec d'excellents enseignants, chercheurs en sociologie. Quelques références. Et maintenant, à vous de jouer!